Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et nous on se retrouve pour le premier Zap de la semaine. Comme d'habitude, on débute avec notre Fear and Greed Index côté crypto qui se trouve à 27 dans la peur. Des marchés US, pas de grands changements, on est toujours dans le neutral à 55. On sent bien que les annonces de Powell attendues cette semaine ont un petit peu refroidi le marché. Ou en tout cas que tout le monde est en train de marcher sur des œufs. Allez, on peut passer à la partie la plus intéressante du Fear and Greed d'aujourd'hui avec tous nos gagnants tirés au sort hier soir en live sur Twitch. Et notre premier gagnant de la soirée qui est donc une petite gagnante et qui remporte le NFT 279, c'est la fille de Jean-Philippe Rossi. Un grand bravo à toi. J'espère que ce petit NFT te plaira. Notre second gagnant de la soirée est Samuel Calmet qui remporte le numéro 280. Le 281 est remporté par Cryptosaur. Le 282 est piqué par Pete du Café du Coin. Floppy repart avec le numéro 283 et le dernier NFT de la soirée a été remporté par Hot qui repart avec le numéro 284. Bravo à tous nos gagnants et notre petite gagnante. Merci à vous tous pour votre participation, ainsi qu'à tous nos zappeurs et zappeuses qui étaient présents hier pendant le live. Et pour le coup, je suis vraiment désolée, j'avais une connexion complètement merdique. J'espère que ça ira mieux dimanche prochain. Si tu es en train de te demander comment tu peux faire pour toi aussi remporter un NFT de la chaîne, tu as juste à laisser un petit commentaire sous les Zap Crypto. Tant qu'on est là, on va en profiter. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous mes réseaux en cliquant juste sur ce petit lien. Vous pouvez également retrouver dans la description tous les intervenants avec leurs vidéos du jour. N'oubliez pas que le plus gros du travail est fait par eux et que juste un petit abonnement, un petit like, un petit com de temps en temps, ça fait vraiment toute la différence. Et vous pouvez également retrouver tous les timecodes de chaque Zap Crypto divisés en 4 chapitres pour naviguer plus facilement tout au long de la vidéo. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Vous pouvez vous installer confortablement. Votre Zap va commencer. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Zap Crypto. Parlons premièrement de l'audit de Mazar qui a été réalisé sur Binance, ou plutôt le Proof of Reserve qui a été émis par Mazar, parce qu'en fait on ne parle pas réellement d'audit. Donc Mazar, c'est un grand cabinet d'audit, de comptabilité, etc. Donc la plupart des exchanges qui ont sorti récemment des Proof of Reserve sont passés par Mazar, en tout cas les exchanges connus. On a Crypto.com, Binance, KuCoin. Et en fait, malgré ça, on a pas mal de critiques actuellement qui sont en train de dire que Mazar, c'est pas une société extrêmement réputée. Je partage pas forcément cet avis, mais il y a certains qui ont dit ça. Là, ça vient de l'entité sud-africaine de Mazar. On a aussi certaines personnes, comme Jesse Powell, j'en ai déjà parlé, qui critiquent Binance sur le sujet. Honnêtement, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de critiques, mais je vois pas trop de points qui collent pas dans ces divers rapports. Je pense que c'est pas parfait, je pense qu'il faut encore améliorer l'ensemble de ces rapports, mais c'est déjà une première étape et j'espère que tous les exchanges, je l'ai déjà dit, vont faire la même chose. Allez, The Blog, Binance verrouille les retraits pour certains comptes dans le cadre de ce que le PDG appelle le comportement juste du marché. Voilà, ça bon, j'ai bien lu en long, en large les articles, du mal un peu à comprendre. D'un seul coup, il bloque les trucs en disant bah là, il y a plus ça, il y a plus ça. Alors bon, plus loin, je peux pas aller parce que je suis pas dans ces comptes, je suis pas dans leur système pour voir ce qui s'est passé vraiment. Mais voilà, bon, ça me prouve encore une chose qui est vraiment bien centralisée. Mais quelque part, ça c'est le bon côté du on peut pas jouer sur tous les tableaux. Nous, on peut pas dire à tout prix, ouais, on veut que ça soit décentralisé, machin. Maintenant, on veut une tonne de protection. On veut que le mec, il puisse regarder s'il y a une erreur. Faut qu'il stoppe tout. Attention. Bah oui, on peut pas jouer sur tous les camps, hein, nous. Ça, il faut bien le savoir, hein. Alors, soit on accepte d'être centralisé, qu'il y a une protection, effectivement, hein, ou alors on veut vraiment du décentralisé. Et les protections, il va falloir se les inventer. Non, parce qu'on a déjà un système qui travaille déjà fortement sur tout ça. Mais il va falloir que ça soit au point de plus en plus. On ne faut jamais oublier, dans tout ce que je dis là, jamais oublier que nous sommes dans un écosystème qui est tout neuf, avec des gens extrêmement brillants dedans,
Je parle pas ceux qui dirigent des plateformes centralisées, c'est pas ça, hein. Mais je parle d'informaticiens, de gens qui montent des entreprises, qui sont super costauds, qui sont pointus, mais nous sommes dans un monde qui vient de naître. Un enfant, quand il naît, eh bien, au début, il tombe à longueur de temps, il se casse la figure, hein, il n'arrive pas à tenir debout comme il faut, et il fait toutes les erreurs de la planète, hein, comme les mettre les doigts dans la prise, des choses comme ça, vous voyez, donc, ou la main dans une casserole bouillante. Eh bien, voilà, notre système, il fait la même chose, hein. En ce moment, il fait à peu près la même chose. Donc nous, on a intérêt à être vachement prudent parce que faut pas se brûler, hein, c'est pas bon, hein, on s'en souvient longtemps après, hein. Si ta maison brûle et se fait arracher par une tornade, qu'un tsunami passe par-dessus, est-ce que tu as encore accès à ton Ledger ou ton MetaMask? Ou en tout cas, est-ce que tu es capable de reset ton compte pour pouvoir y avoir accès? Si tu as la moindre hésitation sur cette question ou que tu n'es pas sûr, cette vidéo s'adresse à toi. Dans un premier temps, on va chercher à comprendre pourquoi c'est une question qu'il faut se poser. Comme tu le sais, si tu utilises ton Ledger ou un MetaMask, il y a ce qu'on appelle une seed phrase qui te permet de reset ton compte. C'est-à-dire que demain, si ton ordinateur ou ton téléphone prennent la flotte et que c'était les seuls endroits là où tu avais stocké ta seed phrase en tant que login, eh bien, si tu n'as pas ta seed phrase quelque part stockée autre, malheureusement tu es bloqué et tu es privé d'accès à tes fonds. Parce que sans ta seed phrase, tu ne peux pas accéder à tes fonds via un autre appareil. C'est d'ailleurs probablement le truc qui fait le plus peur à toutes les personnes qui commencent dans la crypto et qui passent par là. C'est de donner aux utilisateurs le pouvoir d'être leur propre banque. Et ça vient avec des avantages, mais ça vient également avec des responsabilités. Alors déjà, c'est la petite information cocasse, c'est que SBF, il est en train de nous expliquer qu'il veut se lancer dans un nouveau business. Et il veut lancer un nouveau business tout simplement pour réparer un peu les erreurs qu'il a faites, pour rembourser le million de clients qu'il a laissé sur le carreau et à peu près l'ardoise de 50 milliards. Donc il nous explique qu'il a des idées, il veut se relancer dans un nouveau business très prochainement. Son nouveau business, peut-être qu'il le fera de prison, je pense. En tous les cas, demain, justement, ça fait partie des grosses actus de la semaine. Il répondra à la Chambre des représentants aux USA et il fera ça depuis les Bahamas, j'imagine. Mais demain, le 13, on devra entendre, devant un comité de la Maison-Blanche. Demain, le 13, on verra ce que ça donne. Il faut qu'on parle de cette interview. Est-ce que Sam s'attend à être accusé de fraude et pense-t-il qu'il sera reconnu coupable pour ce qu'il a fait? Eh bien, on va entendre ça tout de suite de sa propre bouche. Êtes-vous certain qu'une fois que lorsque le calme sera revenu, une fois que toutes les investigations auront abouti, vous n'allez pas être arrêté pour fraude? Je ne pense pas que je le serai. Non, je ne pense pas que j'ai... En fait, je pense que je n'ai rien tenté de mal faire ici. J'ai bien évidemment fait les mauvaises choses. Genre, on n'en serait pas là où nous en sommes si les bonnes choses avaient été faites, c'est sûr. En tant que PDG, j'avais la responsabilité de veiller à ce que les bonnes choses se produisent. Donc, si vous avez prêté attention au cours des 2 dernières semaines, vous voyez que Sam a mené une campagne énorme pour essayer de laver son nom, en essayant de dire à tout le monde que ce qu'il a fait n'était pas forcément mal et que c'est un type bien. Alors les gars, on ne peut pas le laisser tromper tout le monde, parce que devinez quoi, certaines personnes le croient et se font berner en ce moment. Mais une personne extrêmement importante est en fait sortie de l'ombre. Il s'agit d'un ancien employé de FTX disant à Sam qu'il est en train de mentir. Vous allez voir maintenant tout ce qu'il a à dire à son sujet. On a en fait parlé à l'un de vos employés seniors de FTX qui aurait travaillé occasionnellement avec vous et il est furieux à votre égard. Il dit que vous mentez. Il dit que vous étiez au courant de tous les flux d'argent et que c'est impossible, selon lui, que vous ne saviez pas que FTX, les fonds de ses clients, étaient utilisés pour ces gros paris très risqués pour Alameda Research. Vous en êtes conscient à 100% et tout cela est, d'après lui, un mensonge éhonté au visage de tout le monde. Est-ce vrai ? Non, non, ce n'est pas le cas. Je n'ai jamais voulu que quelque chose comme ceci se produise. En fait, j'ai été même surpris quand cela s'est produit. Je ne vous mens pas et je pense que tout ce qu'il me reste à faire, ce n'est plus qu'à vous dire ma vérité et laisser les choses se dérouler telles qu'elles le doivent. Mais en fait, une question importante, c'est combien d'argent reste-t-il à SBF? Il prétend qu'il ne lui reste, entre gros guillemets, que 100 000 $. Je ne pense pas que beaucoup de personnes y croient cependant, mais est-il vraiment sur le point alors de commencer à vivre dans la rue? Eh bien encore une fois, il va nous le dire lui-même lors de cette interview. Mais vous venez d'une famille aisée, tout va bien finir pour vous, pas vrai? Disons que... En fait, de quel aspect parlez-vous? Ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas être dans la rue ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Je n'en sais trop rien parce que les frais judiciaires peuvent très vite s'accumuler. Vous reste-t-il du bitcoin dans vos wallets personnels alors? Peut-être de l'argent que vous auriez conservé au fil des ans? Non, je ne vous cache aucun actif. J'ai dit que c'était Bitcoin et je déconne pas.
Parce que les ultimes casse-couilles, là, les boss finales des commentaires YouTube, ils vont me dire que Bitcoin repose sur de la cryptographie et que ma chaîne de pain repose sur de la physique-chimie, donc ça n'aurait rien à voir. Mais enfin, ma bonne dame, mais c'est exactement la même chose. D'abord, Bitcoin repose avant tout sur des constantes physiques. Si sa timechain est sécurisée par le minage, eh bien c'est parce que l'énergie c'est difficile à produire, à émettre. Et ça, c'est tout bêtement les lois de la thermodynamique. Ensuite, la cryptographie en elle-même, alors au moins dans sa conception moderne, contemporaine, repose elle aussi sur des lois physiques pour ce qui est de sa sécurité. La fonction de hachage qui est utilisée par Bitcoin, le SHA-256, il peut théoriquement être cassé. Ça ne nécessiterait rien d'autre que toute l'énergie du Soleil pendant 100 milliards d'années. Ou alors on modifie complètement notre rapport aux constantes physiques et on crée des ordinateurs qui ne sont plus liés à la matière et donc des ordinateurs quantiques. Mais c'est pas demain. Mais au-delà de ça et surtout, la solution de notre dilemme, c'est-à-dire la volonté de faire émerger une preuve à partir de propriétés physiques du monde observable, accessible, eh bien, c'est une démarche qui est proche au point de se confondre avec celle du cryptographe dans son univers formalisé. Cette correspondance conceptuelle, elle a été soulignée par un des plus grands cryptologues qu'on ait jamais eu, le plus célèbre aussi, c'est Alan Turing, le tombeur d'énigmas. Turing, qui dans son article de 1948, Intelligent Machinery, écrit ceci. Il y a un parallèle remarquablement proche entre les problèmes du physicien et ceux du cryptographe. Le système dans lequel un message est codé correspond aux lois de l'univers, les messages interceptés à ce qui est manifeste, les clés pour la journée ou un message à des constantes importantes qui doivent être déterminées. La correspondance est très proche, mais l'objet de la cryptographie est très facilement traité avec une mécanique discrète, ce qui n'est pas si facile dans le cas de la physique. Tu disais que là ça devient compliqué de miner, que ce soit avec la hausse du prix, ou peut-être même avec le merge qui arrive. La question c'est voilà, comment tu vois les choses, toi dont c'est l'activité principale, quelle est ta strat? Est-ce que tu mines, tu hold du coup en espérant décharger sur un prochain boule? Est-ce que tu débranches? Enfin voilà. Alors pour le moment j'ai encore la chance d'avoir un contrat négocié pour une année, un peu moins maintenant. Donc je suis toujours à l'ancien tarif. Donc là pour encore un an entre guillemets, je suis tranquille. Enfin tranquille, je veux dire, je vais pas faire comme si de rien n'était et au bout d'un an me réveiller. Mais là c'est vrai que pour le moment j'ai encore une année sympa, on va dire. Mais il est clair que si nos gouvernements, de manière générale, ne font rien et laissent le prix de l'électricité s'envoler et devenir totalement déraisonnable, puisque indirectement c'est sympa de miner, c'est tout ce qu'on veut, il y a des gens, ils vont devoir choisir entre manger et chauffer cet hiver. C'est quand même quelque chose de catastrophique d'avoir cette augmentation du tarif de l'électricité. Et oui, si d'ici un an l'électricité est toujours aussi chère, je n'aurai pas d'autre choix que soit d'arrêter mes installations, ce que je n'espère pas. J'espère trouver des solutions, notamment il y a Stark Mining qui propose, pour le moment ils sont complets, mais bon, soit, ils proposent notamment des solutions d'hébergement dans leurs fermes de minage en Islande, au Canada ou autre. Je pense réellement que si le tarif de l'électricité, moi j'ai toujours envie de miner, je veux dire j'ai pas envie d'arrêter le minage, mais le continuer en Europe avec le tarif électrique qu'on a, ce ne sera pas possible. Et donc je vais pas miner à perte. Ça m'est arrivé par le passé de miner à perte. Quand on mine à perte pendant 1 mois, 2 mois, on prend la facture sur soi, c'est pas catastrophique si derrière le marché repart. Le problème ici, c'est que prendre la facture sur soi pour une chose qui est totalement inconnue, puisqu'à l'époque, c'était tout simplement, c'était pas un problème électrique, c'était un problème que le crypto-monnaie avait perdu énormément de valeur. C'était le moment où le Bitcoin était repassé de $20 000 à $3 000. Donc là, ça avait été catastrophique pour l'ensemble du marché et donc pour les mineurs. Mais il est certain qu'à 30, 40, 50, 60 centimes le kilowattheure, ce ne sera pas possible. Et donc là, oui, moi qui ne veux pas m'arrêter de miner, je vais devoir trouver des alternatives dans probablement des fermes de minage ou autres installées, ou alors vendre mon propre matériel pour réinvestir dans les solutions là que j'ai parlé. Mais oui, à 60 centimes, à moins que d'un miracle, ce ne sera pas possible. J'ai trouvé effectivement l'approche de c'est Stéphane Cecchetti et son collègue qui sont assez connus au niveau académique pour leurs travaux sur les banques, les systèmes monétaires et bancaires. Et je trouve que leur position est très intéressante parce qu'effectivement ils disent attention, si on continue dans ce cadre, en fait, on donnait un cadre en fait à tout cet univers crypto, eh bien on va lui donner une légitimité, on va implicitement signaler aux investisseurs que ils peuvent y aller. Et par conséquent, on va se retrouver acculé
à devoir en fait assurer le fait que ces individus qui vont dans les cryptos, eh bien on va devoir leur fournir un cadre pour faire des recours, pour au cas où si jamais un projet tourne mal. Donc ça veut dire que on légitime, et en légitimant, on va favoriser le développement. Et je trouve que c'est très intéressant comme point de vue parce que ça veut dire qu'effectivement on va faire en sorte que ce système devienne se développe à l'intérieur, que finalement il va y avoir des liens avec la finance traditionnelle, avec le monde traditionnel, et que par conséquent, pareil, il y aura des règles et des cadres qui seront donnés aux institutions bancaires, par exemple, pour ne pas investir plus de temps ou moins de temps. En tout cas, on va les inclure dans la réglementation, et en les incluant dans la réglementation, forcément, ils passent sous la garantie implicite du système en fait réglementaire traditionnel. Voilà. Donc c'est intéressant comme position parce que finalement, je ne sais pas si c'est ça qu'on peut augurer de mieux. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on peut espérer de mieux pour le secteur? Moi non plus, j'en suis pas certaine. Il faudrait effectivement que le système, il vaudrait peut-être mieux le laisser pour que lui-même prouve qu'en effet, il a sa propre vie et qu'il a sa propre façon de se pérenniser. Est-ce qu'on peut dire justement que les banques commerciales ont fait faillite et que du coup les États sont venus et que la faillite ne s'est pas traduite par une bankrupt, par une faillite au tribunal, sauf Lehman, elle s'est traduite par je rends les clés de la boutique à l'État. Oui. Et en fait, quand on demande quel est le prochain risque ou le risque systémique en cours, je dis les banques c'est déjà fait. Ouais. Par contre, la prochaine crise financière et bancaire, ce sera au travers des États qu'elle aura lieu. Donc ça sert à rien d'essayer de savoir si la banque sera capable d'être solvable ou pas, elle ne l'est plus. Par contre, la question c'est de savoir quand est-ce que l'État va vous planter, puisque c'est sur lui que la dette s'est reportée. Donc, faut pas penser aux banques comme étant des entités qui peuvent faire faillite, elles l'ont déjà fait, mais plutôt la capacité des États à tenir encore le truc par les pattes, quoi. C'est ça. En fait, c'est exactement ça. C'est ce que j'essaie de dire, c'est que ces différents schémas ont chacun réussi un certain temps et fait faillite. Donc, les marketeurs à outrance, la vente, ça fait faillite. Les financiers à outrance, ça fait faillite. Et là, on est en train de rentrer dans le moment où les gouvernements sont maintenant en grand danger. C'est ceux qui étaient les mains fortes du cabinet. Et là, ils sont en grand danger maintenant parce qu'ils ont été trop loin, parce qu'on a donné, comme dit Charles, on a donné la clé de la cave à l'ivrogne. Donc ça, c'est assez dangereux. Et ils l'ont utilisé, mais abondamment. Si on regarde la courbe des taux, ici entre le taux à 10 ans et le taux à 2 ans aux États-Unis, elle passe sous 0. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est un indicateur très utilisé pour détecter les périodes de récession économique. Parce que systématiquement, à chaque fois qu'on est passé sous le niveau 0, on est rentré en récession les trimestres suivants. Et on le voit bien ici, 2007, 2008, les années 2000. Et si tu peux EFT, bien montrer que quand on passe sous 0, quelques trimestres après, on voit ces histogrammes là en gris là. Déjà je me réveille, en plus j'en sais rien. C'est ça là. Ces trucs là, non? Voilà, c'est pas compliqué. Les histogrammes en gris là, la période grise, ça montre que justement c'est une récession. Ça passe sous 0 et après hop, récession. J'espère que tout le monde a compris. En fait, ce sont quand les taux à long terme deviennent moins élevés que les taux à court terme. Vous êtes plus payé pour une dette à 2 ans qu'une dette à 10 ans. Et normalement, c'est l'inverse. Bah oui, parce que plus c'est long, plus c'est bon. Non, c'est pas ça en fait. Plus c'est long et moins c'est probable que vous remboursiez parce que il y a plus d'incertitude de ce que sera l'économie dans 10 ans. Alors que dans 2 ans, j'ai confiance parce que celui qui me doit de l'argent, normalement, il sera toujours vivant dans 2 ans. Bon, à quelques exceptions près. Et depuis les années 60, systématiquement aux États-Unis, les 6 récessions qui ont eu lieu ont été précédées d'une inversion de cette courbe des taux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le débat est assez ouvert. À quand le pivot de la Fed? À quel moment est-ce que la Fed va arrêter d'augmenter ses taux? Pour ne pas qu'on ramasse trop cher bientôt. Et ça va être justement tout l'enjeu de ces prochains jours. Vous allez comprendre pourquoi c'est là que tout se joue. Bon, en tout cas, pour le moment, tout va bien. Création d'emplois aux États-Unis. On a dépassé les niveaux d'avant Covid. Attention quand même, parce que les GAFA ont annoncé des suppressions de postes et c'est la même chose pour les grandes banques américaines. On n'a jamais vu autant, de mémoire, j'ai jamais vu autant
d'analystes, de stratégistes, mais surtout de CEO de banques comme monsieur Jamie Dimon, mais aussi celui de Goldman Sachs, celui de Morgan Stanley, celui de Bank of America. Et tous les CEO et tous les banquiers sont en train de nous dire aïe, 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 l'année prochaine, ça va être très, très dur. Alors, effectivement, comme c'est parti aujourd'hui, par rapport au fait que l'on devrait finalement rentrer en récession, on est en train gentiment d'intégrer le fait que l'on va rentrer en récession et qu'on n'aura pas d'alternative par rapport à ça. La grande question, encore une fois, ce sera la violence de cette récession et c'est notre obsession pour le moment. Donc, vu qu'on est obsédé par la récession, eh bien aujourd'hui, tout le monde est en train de nous dire que ça va être très très dur, qu'on va encore baisser violemment. Il y avait encore monsieur Roubini qui faisait une explication, on disait qu'on va avoir un problème avec la dette, que finalement les gens pourront pas rembourser comme ils voudraient, et puis finalement que ça va être compliqué de se refinancer avec les taux qu'on a aujourd'hui. Donc les conséquences seront un effondrement de l'ensemble des marchés. Et lui, il pense que, encore une fois, c'est 25% de correction possible ces prochains temps sur les marchés boursiers. Si on regarde au niveau du VIX, on a aussi une certaine cyclicité grâce à l'indicateur MACD. Donc là, vous pouvez voir que actuellement, donc là, on avait une baisse du momentum. Plus le VIX descendait, plus on avait une baisse du momentum. Et maintenant, on a un petit retournement ici avec donc un histogramme positif et un croisement au niveau donc du MACD et du signal. Et donc, dans le passé, ça peut être un signe donc d'une reprise de hausse de volatilité. Donc là, pour l'instant, c'est pour ça qu'il faut rester quand même assez vigilant. En plus, c'est une semaine assez importante, puisqu'on va avoir encore le FOMC avec la hausse supplémentaire, une hausse supplémentaire au niveau des taux directeurs. Et le plus important va être encore une fois de plus le discours de Powell. Donc voir qu'est-ce qu'il va dire. Donc ça risque de bouger pas mal cette semaine. Mais pour l'instant, on peut voir qu'on est sur le VIX proche d'un niveau support et qu'on a un croisement ici qui peut être donc un reflet d'un potentiel nouveau cycle de volatilité. Donc on va surveiller ça de près. Le DXY par contre nous fait un petit déplacement, on commence à avoir une petite accélération haussière. D'ailleurs ce qui est intéressant c'est que ça n'a absolument pas touché le SP500 et le Nasdaq, cette petite accélération qui est une petite consolidation avant d'avoir une continuité baissière. C'est ce qu'on pourrait, et en tout cas c'est ce que j'escompte. Néanmoins, quand on regarde ici et ici, normalement, on n'a pas de consolidation, on est censé avoir une troisième bougie qui nous emmène faire un plus bas, ce qui n'est pas le cas. Donc il va falloir surveiller, est-ce qu'on n'a pas la mise en place d'une accumulation qui est en train de se faire ici, donc avec derrière un retracement pour aller travailler les 109. Chose qu'on a donné depuis longtemps. On sait que ça va retracer. La question c'est est-ce qu'on va aller retester les 103 avant pour pouvoir consolider et repartir à la hausse. Donc ça veut dire ici un petit Christmas rally qui va être effectué, et ensuite janvier, février, mars sur lequel on retrace avant de pouvoir faire une continuité baissière. Soit ici c'est juste temporisation avant une descente ou une consolidation. Maintenant, donc si on consolide maintenant, ça veut dire qu'on va retracer maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chiffres sont pas bons. D'accord, c'est-à-dire que les chiffres sont pas bons, qu'on a un retour dans 0,75, qu'on a une inflation qui marque pas justement cette diminution, même si quand on regarde un petit peu les chiffres de l'énergie et autres, bon, c'est un petit peu compliqué de dire que on aurait encore une augmentation, qu'on n'aurait pas de continuité baissière. Quand on commence à consolider un petit peu les chiffres, on voit que bon, normalement on devrait se diriger vers une diminution de l'inflation, mais néanmoins ça voudrait dire que on n'a pas ce scénario-là. Donc c'est-à-dire qu'on pousse tout de suite à la hausse. Bon, voilà, ça voudrait dire en effet que ça remettrait quand même pas mal en question, et donc une consolidation qui durerait peut-être un petit peu plus longtemps, sur lequel on irait retester les 110, et resterait sur les 110 un petit peu de temps avant de pouvoir faire une descente en mars-avril. Pourquoi pas? Voilà, ça c'est des scénarios que j'ai en tête déjà depuis un certain temps. On va commencer par le Bitcoin en 2 semaines. Très peu de personnes regardent le 2 semaines alors que c'est très important, puisqu'en logarithmique, on est actuellement sur un support majeur qui date de 2017 avec 1, 2, 3, 4 et actuellement 5 retests. Et comme on peut le voir, ça fait de l'effet pour l'instant, puisque on a fait une petite semaine bleue, pas énormément boule, mais ça, voilà, ça fait son effet. Et si on recule un peu, bah, ça fait plus rien. Donc c'est vraiment à partir de 2017 que ça fait son effet. Et ça reste un support majeur qu'on ne voit pas en non logarithmique. On a également sur la RSI une énorme résistance qui tient depuis pas mal de temps, et pour l'instant on est quasiment pile poil sur cette résistance. Tant qu'on la pète pas, bah c'est tendance baissière tout simplement. Si on zoome un peu, il y a énormément de volume profil autour des 19K, donc très important de péter ce niveau pour repasser en mode bullish. Pour l'instant c'est pas du tout le cas, et on est encore sur du plus ou moins environ 16% de pump pour espérer repasser en bullish. Tant qu'on fait 15% ou 14% ou peu importe,
ça reste très bearish, en tout cas ici sur ce graphe. Et du coup, pour le Bitcoin, alors on en est où? Très simplement, BTC, je crois qu'on j'en avais parlé avec vous, c'est obligé. On avait vu ensemble, on avait vu la dynamique de prix qu'il fallait absolument surveiller. C'est-à-dire que si le marché avait créé des sommets descendants sans les toucher, donc en gros ça, et que derrière on avait justement cassé les creux, on aurait pu voir des trades possiblement bullish si on avait eu des structures haussières après avoir fait ce bordel. Mais le marché chasse d'abord les vendeurs, donc ça on en a parlé. Si les vendeurs sont d'abord chassés, c'est que la direction est probablement baissière. Ce week-end, vous avez une dynamique de prix qui vous fait creux ascendant, creux ascendant, creux ascendant, et les sommets qui se font chasser. Donc les vendeurs se font dégager, les acheteurs se font accumuler. Bon le marché il fait quoi? Va casser les creux, et une fois qu'on vient au niveau du point sensible, qui est ici, bam, grosse bougie rouge. Maintenant les creux ont sauté. Ce qui est hyper important, c'est le maintien de ce creux ici. Ok. Le plus important est celui-ci, mais techniquement celui-ci aussi est hyper important. Pourquoi? Parce qu'on est déjà venu en fait. Lorsqu'on est venu ici, on est déjà venu chercher la liquidité, enfin on est déjà venu chercher les stops de toute cette zone. Vous voyez, toute cette consolidation, là je vous mets en close line, mais toute cette consolidation, on est déjà venu ici chercher les stops. Donc ça n'a pas de sens pour moi de revenir plus bas. Donc pour moi c'est simple, si le Bitcoin il va sous 16 700, c'est que potentiellement on ait des envies de retourner dans le bas du range, pourquoi pas, ou au moins de se rapprocher des 16 000 et de peut-être pourquoi pas retourner on va dire vers les 16 200, 16 100 sans casser ce creux. Voilà ce qu'il fait depuis le 1er décembre, sachant que nous sommes le 12 décembre. Il fait rien. Voilà, donc il y a eu une tentative baissière là ce matin, mais ça repart déjà plus ou moins à la hausse, on va dire. Voilà, on est en train de rétrocéder. Voilà, prenons le bon vocabulaire. On est en train de rétrocéder dans l'autre sens. On pédale dans l'autre sens. Alors, on va se mettre une petite droite de tendance parce qu'il faut essayer de trouver des choses. Alors, on tente de passer la droite de tendance à la baisse et a priori, pour le moment, ça pourrait la reprendre. Alors, qui est sur le même niveau que la Tenkan ici. Donc, on a un niveau ici à 17 066. Voilà, si on arrive à les repasser, on invalidera la baisse, mais je ne vais pas dire qu'on va être haussier. Donc mon discours d'aujourd'hui va être très clair, c'est que je ne parlerai ni de hausse ni de baisse. On va juste situer les niveaux qui sont à surveiller pour les différents actifs, mais clairement, je ne vais pas vous dire que ça va monter ou ça va baisser parce que je n'en sais fichtrement rien. Là, la seule chose qu'on peut voir sur Bitcoin, c'est que aujourd'hui, alors la baisse paraît compliquée. Vous voyez qu'effectivement, la mèche ici, c'est la lagging span qui est allée chercher la bougie et elle est en support, donc ça a bloqué. Par contre, les 3 jours prochains, là, ça devient un peu plus intéressant. Alors, je croise les doigts, parce que entre l'intéressant et ce qui se passe, il y a un delta actuellement, parce qu'on a des petites bougies, donc on peut passer à travers. C'est là où il va falloir regarder, où ça va être intéressant, parce que si on passe à travers, à ce moment-là, effectivement, il va y avoir de la baisse. Par contre, si ces niveaux-là tiennent, alors que ce sont des corps faibles, mais très faibles, puisque ce sont des doji, à ce moment-là, ça pourrait être une bonne information pour qu'au moins le marché ne baisse pas. Qui monte, c'est une autre histoire, mais qu'il ne baisse pas. Alors, le niveau à surveiller, vous voyez qu'on a toutes les clôtures sont sur le niveau de 16 680. On a ici également un tweet très intéressant. D'ailleurs, merci aussi à toute l'équipe pour tous les partages que vous avez faits, qui est sur le bottom du Bitcoin avec les cycles haussiers et puis les bear markets. Donc si on reprend aujourd'hui le Bitcoin depuis 2015 jusqu'à 2018, donc on était dans un bull market et après on est parti dans un bear market pendant à peu près une année. Et après, on est parti sur un marché extrêmement plat. Et ce marché extrêmement plat, il est quand même très important à la fin du bear market. Quand je dis à la fin du bear market, en tout cas le bottom. Parce qu'ici, même le bottom en 2015, ça a duré quand même presque une année avant de revoir vraiment une hausse qui commence à être intéressante aussi. Et aujourd'hui, le all-time high, en tout cas du Bitcoin, qui était donc juste ici, qui est finalement, en plus de ça, le même nombre de jours que l'ancien entre 2015 et 2018, qui est aussi assez intéressant comme chiffre. Si on était sur le bottom, et puis on a créé le même bottom, le même bear market en question de temps, eh ben, ça veut dire que le Bitcoin, son bottom était en effet autour des 15 000 et quelques. Maintenant, ça ne veut pas spécialement dire, s'imaginons, on est sur un bottom, puis que c'était en effet le point le plus bas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas encore rester pendant 3, 6, 9 mois sur un prix qui est en dessous de 20 000 $. Donc ça peut être un marché extrêmement ennuyeux aussi, si on prend les mêmes cycles, même que je pense pas qu'il faudrait reprendre ça parfaitement de la même manière, parce que on est dans une situation complètement différente. Si on regarde l'économie n'a rien à voir entre 2015 et 2022 que les prochains 6 à 24 mois qui vont arriver. Ils vont être extrêmement intéressantes, il va falloir bien suivre tout ça parce qu'il va se passer encore beaucoup de choses. Mais je trouvais ce graphe quand même très intéressant et puis de vous le partager parce que mon ressenti aujourd'hui, c'est que quand moi j'ai vécu ce moment-là,
pour être très précis, qui est juste ici. Donc le Bitcoin à 6 000 $. Quand on a eu cette chute ici jusqu'à 3 000, on était dans un scénario où la majorité des gens pensaient qu'on devait normalement partir vers le haut. C'était le côté sentimental du marché. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On est parti vers le bas. Et quand on était ici vers le bas, on était autour des 3 000 $, entre 3 et 4 000 $, on avait beaucoup de personnes qui pensaient que le Bitcoin pouvait encore chuter en fait à ce moment-là. Le ressenti de la majorité des gens est de nouveau switch en fait à ce moment. Et je trouvais ça très intéressant parce que du coup finalement on a pu voir que pendant des mois en fait on a consolidé et puis on a finalement eu un marché qui était plat, très ennuyeux avant de repartir en bull market. Alors ça c'est incroyable, on a la DMCC, donc la Dubai Multi Commodity Center, qui annonce le lancement du DMCC Gaming Center. C'est incroyable, les répercussions seront folles, décidément Dubaï, ils sont vraiment à la pointe de la technologie, du métaverse, du gaming, tout ce que vous voulez. Alors là, la news concerne pas forcément le gaming blockchain Web3, c'est le gaming de manière générale et aussi du coup le gaming blockchain, ça concerne les deux. Et donc sachez que pour l'instant il y aura donc 50 boîtes de jeux vidéo qui seront dedans, ok. Et apparemment les revenus en fait générés par l'industrie du jeu dans la région MENA, donc Afrique du Nord et Moyen-Orient, ça devrait atteindre 5 milliards de dollars d'ici 2025. Donc c'est vraiment du coup business intéressant et florissant, donc affaire à suivre, mais la news est vraiment énorme. On va parler d'une autre plainte. Et dans cette situation-là, j'espère vraiment qu'ils vont être fortement sanctionnés. Il y a une plainte qui a été émise contre Yuga Labs et plusieurs célébrités qui avaient partagé leur NFT Base, mais qui n'avaient pas déclaré qu'elles avaient été payées pour le faire. Yuga Labs, les Base, ApeCoin, tu sais que je déteste cette collection, ce projet, et ça me choque, ça me dégoûte qu'ils fassent toujours partie des projets les plus populaires. D'ailleurs, je pense que c'est le projet le plus populaire, parce qu'il y a plusieurs mois, il y avait une enquête qui avait mis en lumière leurs pratiques très noires, très sombres. Et là, on parlait quand même de pédophilie, antisémitisme, nazisme, racisme. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont dire « Oh, mais c'est du troll ». Franchement, quand tu regardes ce documentaire, il y a troll et troll en fait. Si tu rigoles sur ces choses-là, sur la pédophilie, c'est ton problème et moi, ça me dégoûte. Et tu sais que parfois, je me dis que si cette collection est toujours présente, c'est parce que la plupart des gens qui ont des NFT, même s'ils ont connaissance de tous ces actes, ils préfèrent ils préfèrent passer ça sous silence parce que si ça se savait, ils perdraient énormément. C'est triste à dire, mais voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Autre changement, les matchs nuls sont à présent effectifs. Si vous faites un 50-50, il n'est plus possible de perdre ou de gagner autant. Cela vous permettra de moins vous concentrer sur le chrono, mais plus sur le plateau et la victoire. En cas de match nul, si votre elo est supérieur à celui de votre adversaire, vous ne perdez pas de points. Au contraire, si vous avez un elo plus faible que lui, vous en gagnerez. Attention, actuellement un match nul sera noté comme une défaite dans vos statistiques, mais cela va changer à l'avenir. Vous avez également la possibilité de voir l'historique de vos parties en cliquant sur votre profil. Un mode spectateur arrivera prochainement.
We've come a long, long way together. Through the hard times and the good. Et enfin, je vais vous parler d'un deuxième lancement qui va se faire ce soir à 20h, si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie. Mais c'est le lancement tout simplement d'Illuvium Overworld. Alors, c'est la partie open world d'Illuvium. Donc pas la partie combat, mais toute la partie exploration, capture, recherche de ressources, etc. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et eh bien ce soir à 20h, ce sera donc 20h heure française métropolitaine. Eh bien ce sera la bêta privée qui se lancera. Donc tous ceux qui ont été sélectionnés pour y avoir accès, eh bien pourront tout simplement s'y adonner. Je n'ai malheureusement pas été sélectionné, enfin je n'avais même pas postulé en fait. Mais il me semble que pour le coup le jeu est disponible sur Windows et sur macOS. Donc il faudrait que je tente ma chance à l'avenir pour pouvoir vous faire une démonstration de tout ça. Mais en tout cas, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, de voir à quel contenu on va avoir accès pendant cette alpha, cette bêta privée, pardon. Et puis voilà, c'est en tout cas la partie du jeu qui m'intéresse le plus personnellement. La partie combat m'intéresse un petit peu moins, même si les deux ne sont pas dissociables évidemment. Mais moi c'est surtout cette partie-là qui m'intéresse, où on va aller explorer le monde, récolter des ressources, chasser des créatures pour les capturer, même si pour ça on doit passer par la phase combat. Mais en tout cas, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner concrètement, puisque pour l'instant tout ce qu'on a ce sont des images de run de développeurs, donc ils peuvent montrer un peu ce qu'ils veulent, et parfois on le sait, entre ce qui nous est vendu et ce qu'on a réellement, il y a parfois un écart. Donc on va voir comment le jeu se comporte une fois qu'on a la manette en main. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.